Allez, c'est parti pour un petit voyage express dans les étoiles. L'idée aujourd'hui, c'est simple. On se fait une bonne révision des bases de l'astronomie. Que ce soit juste pour se rafraîchir la mémoire ou pour enfin y voir clair, on va balayer l'essentiel. Des questions les plus simples jusqu'aux missions spatiales qui nous attendent demain. Accrochez-vous, le décollage est imminent. Alors voilà notre plan de vol. D'abord, on va apprendre un truc tout bête. Comment faire la différence entre une étoile et une planète. Ensuite, on verra ce que c'est officiellement une planète. Après ça, petit tour du propriétaire dans notre système solaire, suivi d'une histoire de découverte assez dingue, et on finira en se projetant dans le futur de l'exploration spatiale. Bon, premier point de notre révision, tout commence avec une question qu'on s'est tous posée un soir en levant la tête. Parmi tous ces points lumineux là-haut, comment savoir ce qui est une étoile et ce qui est une planète ? Figurez-vous que ça fait des millénaires qu'on se pose la question. Depuis les toutes premières civilisations, que ce soit en Mésopotamie ou en Grèce, les gens ont remarqué un truc bizarre. La plupart des lumières dans le ciel semblaient fixes, formant des dessins, les fameuses constellations, mais il y en avait quelques-unes qui n'en faisaient qu'à leur tête et qui semblaient se balader. Alors, comment on fait la différence, nous, à l'œil nu ? Eh bien, c'est plutôt simple. Les étoiles, elles scintillent. C'est à cause des turbulences dans notre atmosphère. Les planètes, comme elles sont beaucoup plus proches, leur lumière nous paraît plus stable, plus fixe. Mais la vraie différence, la différence fondamentale, elle est physique. Une étoile, c'est une boule de gaz qui produit sa propre lumière. Une planète, elle, est bien plus modeste. Elle se contente de réfléchir la lumière de son étoile. Donc, la règle d'or à retenir, ça scintille, c'est une étoile. Ça ne scintille pas, c'est sûrement une planète. Ok, donc on sait repérer ces astres errants. Mais qu'est-ce qui fait qu'un caillou dans l'espace est une planète ? La question a l'air simple comme ça, mais je vous garantis que la réponse a provoqué des débats très animés chez les scientifiques. D'ailleurs, le mot lui-même nous raconte déjà une histoire. Planète, ça vient du grec ancien planétès. Et devinez ce que ça veut dire ? Eh oui, astre errant. C'est le nom que les anciens astronomes leur ont donné en observant leur drôle de danse dans le ciel par rapport aux étoiles qui, elles, ne bougeaient pas. On fait un grand saut dans le temps, jusqu'en 2006. Là, l'Union astronomique internationale a mis tout le monde d'accord avec une définition en 3 points. Pour être une planète de notre système, un objet doit, premièrement, tourner autour du Soleil. Logique. Deuxièmement, être assez gros pour que sa propre gravité lui donne une forme à peu près ronde. Et troisièmement, et c'est le point crucial, il doit avoir nettoyé son orbite. Et voilà le critère qui a tout changé. Nettoyer son orbite, qu'est-ce que ça veut dire ? En gros, ça signifie que la planète est devenue le grand chef dans son quartier, qu'elle domine par sa gravité et qu'il n'y a pas d'autres objets de taille comparable sur son chemin à part ses lunes. Et cette petite règle a une conséquence énorme et très médiatisée. Ça a été la rétrogradation de Pluton. Découverte en 1930, on l'a tous apprise à l'école comme la 9e planète du système solaire. Sauf qu'en 2006, patatras, elle est devenue une planète naine. Pourquoi ? Eh bien parce qu'elle n'a pas fait le ménage sur son orbite. Elle partage son chemin avec plein d'autres objets de la ceinture de Kuiper. Elle ne coche donc pas la 3e case. Maintenant que les règles sont claires, faisons un petit tour de notre voisinage cosmique. Voici donc les 8 planètes, les vraies, les officielles, de notre système solaire. Alors, si on part du Soleil et qu'on s'éloigne, ça nous donne Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. C'est vrai que ça en fait pas mal à retenir dans le bon ordre, hein. Mais pas de panique, il existe une petite phrase magique pour ne plus jamais se tromper. Un moyen mnémotechnique à connaître absolument. Me voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. L'initiale de chaque mot correspond à l'initiale de chaque planète, dans l'ordre. Avec ça, impossible de se planter. Et ces 8 planètes, on peut les classer en 2 grandes familles. D'un côté, on a les 4 planètes les plus proches du Soleil, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Ce sont les planètes telluriques, petites, rocheuses, bien denses. Et de l'autre côté, plus loin, on a les géantes, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Elles sont immenses, faites principalement de gaz, et du coup beaucoup moins denses. Et tenez-vous bien, il y a une anecdote incroyable sur cette histoire de densité. Saturne est tellement peu dense, moins dense que l'eau, qu'elle pourrait flotter. Si on pouvait trouver un océan assez gigantesque pour la poser dessus, eh bien, elle flotterait comme un bouchon. C'est l'image parfaite pour comprendre ce que veut dire géante gazeuse. Bon, on sait ce qu'est une planète, on connaît les nôtres, mais comment on les découvre ? Parfois, la plus belle des découvertes ne se fait pas avec un télescope, mais simplement avec un cerveau, un crayon et une feuille de papier. C'est l'histoire absolument folle de la découverte de Neptune. Remontons au début du 19e siècle. À l'époque, les astronomes se grattent la tête. Ils observent Uranus, et il y a un truc qui cloche. Son orbite n'est pas tout à fait celle qu'elle devrait être d'après les lois de la gravitation Newton. C'est comme si quelque chose, quelque part, la tirait et la faisait dévier de sa trajectoire. Et c'est là qu'un astronome français, Urban Le Verrier, a une idée de génie. Il se dit « Et si cette perturbation était causée par une autre planète ?»
une planète qu'on n'a encore jamais vue. Alors pendant 2 ans, il va se lancer dans des calculs monstrueux pour prédire non seulement que cette planète existe, mais aussi où, précisément, elle doit se trouver dans le ciel. L'exploit est tel qu'un autre grand astronome, François Arago, dira cette phrase magnifique pour décrire la découverte « Il l'a vue au bout de sa plume ». C'est incroyable, non? Le Verrier n'a pas eu besoin de télescope. Il a trouvé un nouveau monde juste avec la puissance des mathématiques. C'est un triomphe absolu de la science. Et la preuve ne va pas tarder. Le Verrier envoie ses calculs à l'Observatoire de Berlin. Le soir même, le 23 septembre 1846, un astronome du nom de Johann Galle pointe son télescope à l'endroit indiqué. Et bingo, il trouve Neptune, à moins d'1 petit degré de la position calculée. La prédiction était parfaite. De cette découverte historique qui nous montre la puissance de la science, passons à ce qui nous attend. Parce que l'exploration spatiale, aujourd'hui, est plus bouillonnante que jamais. Alors, qu'est-ce qui se prépare dans les cartons? Et pour bien se rendre compte que le futur c'est maintenant, prenons une année toute proche, 2026. Rien que pour cette année-là, le programme d'exploration est absolument dingue. En 2026, on devrait voir la mission Artemis 2, qui enverra des humains en orbite autour de la Lune pour la première fois depuis des décennies. On verra aussi le lancement de Haven 1, qui sera la toute première station spatiale privée. Il y aura le télescope spatial Plato, un chasseur d'exoplanètes, et aussi une sonde qui ira carrément plonger dans l'atmosphère infernale de Vénus. Et ça, ce n'est qu'un petit échantillon. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que notre compréhension de l'univers n'est jamais figée. Elle évolue sans cesse. De la simple observation à l'œil nu à la découverte d'un monde par le calcul, on ne fait que repousser les limites. Alors la vraie question qui reste, avec toutes ces missions à venir, c'est quelle sera la prochaine grande découverte? Celle qui, une fois de plus, changera complètement notre vision du cosmos.